Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025 et nos amis Michael Hudson et Richard D. Wolff sont de retour parmi nous. Bon retour. Heureux d'être ici. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Laissez-moi commencer avec vous, Michael. Que se passe-t-il avec Donald Trump et ses politiques en Asie centrale? Il dit qu'il va reconquérir le cœur du pays, l'Asie centrale. Vraiment? Que se passe-t-il selon vous? Il parle d'un investissement de 35 milliards de dollars en Ouzbékistan, et il est aussi question du Kazakhstan, et peut-être du retour de bases américaines dans ces pays. À quel point l'Asie centrale est-elle importante selon vous, Mike? Eh bien, l'objectif déclaré dont il a parlé est d'amener les entreprises américaines à investir dans le tungstène et les terres rares. Le Kazakhstan possède d'importants gisements de tungstène et les États-Unis pensent pouvoir ainsi réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Le rêve de Trump, presque une obsession, ce sont les terres rares. Mais je ne vois pas vraiment le Kazakhstan comme une grande source pour cela. Les compagnies pétrolières américaines ont déjà massivement investi au Kazakhstan et au Kirghizistan, et ce fut un désastre. On a parlé d'écocide. Les syndicats de travailleurs du pétrole se sont soulevés et ont combattu ces projets. Il existe un très fort sentiment anti-américain, notamment à l'égard des compagnies minières et pétrolières américaines dans toute l'Asie centrale. C'est essentiellement à cela que Trump devra faire face. Il espère que le financement de ce projet n'aura pas à provenir du gouvernement américain. Cela va venir du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce sont eux qui ont initialement introduit le néolibéralisme au Kazakhstan et en Asie centrale. Et ce fut un désastre. Ce qui s'est passé en Asie centrale est à peu près la même chose que dans les pays baltes. Des kleptocraties locales ont pris le pouvoir. Elles ont enregistré les biens à leur propre nom, conclu des accords avec des entreprises occidentales en échange de pots de vin et gardé leur argent en Occident. Elles se sont réservées les meilleurs logements. Et le FMI et la Banque mondiale ont introduit l'état de droit, ce qui signifiait qu'ils permettaient au gouvernement de saisir les biens des débiteurs, des personnes ayant acheté leur maison à crédit. Le microcrédit était la grande nouveauté soutenue par les Américains et le FMI par les néolibéraux. Cela fonctionnait principalement par l'intermédiaire des femmes, car on pouvait exercer sur elles une pression sociale pour qu'elles remboursent toutes les dettes. Les taux de suicide ont augmenté, et ce sont les femmes qui ont en réalité mené l'opposition à l'influence occidentale à travers le Kazakhstan, le Kurdistan et les autres pays de la région. L'opposition initiale à l'Union soviétique a désormais laissé place à un sentiment général selon lequel les choses étaient bien meilleures à l'époque. Au moins, les gens avaient une sécurité en matière de logement. Il n'y avait pas de polarisation. Et il n'existait pas de classe de milliardaires comme celle qui a émergé depuis dans ces pays. Le népotisme des dirigeants envers leur propre famille, c'est en quelque sorte un retour au XIXe siècle. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est davantage une question de ressources minérales. Au XIXe siècle, il s'agissait davantage de culture, d'opium et de choses de ce genre. Mais tout cela n'est en réalité qu'une répétition de ce qu'on appelait le grand jeu, ou ce que les Britanniques appelaient la question d'Orient, la longue lutte entre la Grande-Bretagne et la Russie, et désormais entre les États-Unis d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre, pour le contrôle de tout, de l'Iran jusqu'à l'Asie centrale et aux régions ouïghours de l'ouest de la Chine. On assiste donc à ce jeu géopolitique où les compagnies minières jouent un rôle majeur, et ces entreprises sont probablement les entités les plus impopulaires de toute la région.
Nous n'avons pas beaucoup entendu parler de ce que font la Chine et la Russie, et je pense qu'elles laissent simplement l'Amérique tenter de jouer ses cartes. La semaine dernière, le ministre kazakh des Affaires étrangères était à Washington pour promouvoir le Kazakhstan et conclure des accords. Il semble que le gouvernement actuel cherche à conclure un accord qui lui serait favorable. Je pense que l'accord en question concernait le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui avait déjà négocié un contrat pour les chemins de fer du Kazakhstan. Il existe maintenant une proposition entre le Kavkaz Capital Fund et le Kazakhstan pour investir dans l'exploitation minière, avec une sorte d'accord de partage des bénéfices. Mais ils ne comprennent peut-être pas toutes les subtilités de la comptabilité hollywoodienne, qui ne laisse en réalité que peu de bénéfices à partager une fois payés les intérêts, la gestion et les autres frais ajoutés. Ainsi, la tension, le grand jeu actuel, oppose les intérêts miniers néolibéraux à ce que le peuple kazakhstanais appelle l'écocide, la destruction de l'environnement causée par toute la pollution et les déversements des compagnies pétrolières. Et puis, il y a l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, qui fonctionne selon des conditions et une philosophie très différentes du néolibéralisme. Ce n'est donc plus seulement un jeu géopolitique. C'est un jeu autour du type d'arrangements économiques qui seront conclus. Seront-ils des arrangements de type socialiste comme ceux des BRICS, ou bien les arrangements néolibéraux que les États-Unis essaient d'imposer en ce moment? Richard, j'y ajouterais 2 dimensions. D'abord, cela me semble être une reprise saisissante de l'impérialisme des 19e et 20e siècles. Ce sont des pays occidentaux, en l'occurrence les États-Unis, qui voient une occasion de profit à travers l'exploitation minière, ce qui est aussi ancien que l'impérialisme lui-même. Vous savez, cela remonte à l'or, à l'argent et à toutes ces autres richesses qui ont poussé les Européens à parcourir le monde entier à la recherche d'endroits où ils pouvaient les obtenir à bas prix, les voler ou faire tout ce qu'il fallait, parce que c'était si facilement monnayable et utilisable à leur guise. Bien sûr, ajoutez le tungstène, ajoutez les terres rares. Cela a toujours évolué en fonction des technologies dont nous disposons, qui déterminent quelle ressource souterraine est la plus attrayante pour le profit par rapport à une autre. Aujourd'hui, il y en a de nouvelles et il y a un nouvel endroit où aller les chercher. Et les États-Unis vont essayer de le faire. Faire en sorte que d'autres payent pour cela, tu sais, pour gâcher l'environnement. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ce n'est pas nouveau. Et je veux rappeler une leçon. Les pays qui ont réussi à se détacher de l'ordre capitaliste impérialiste mondial, la Russie au XXe siècle et la Chine aujourd'hui, sont les véritables réussites. Il l'était, car la Russie faisait alors partie de l'Union soviétique. Je veux rappeler aux gens, puisque c'est tellement à la mode de l'ignorer, que la croissance économique soviétique, depuis la révolution de 1917 jusqu'à la dissolution en 1989, a été l'histoire de réussite du XXe siècle. Le pays européen le plus arriéré a dû traverser, vous êtes prêts, la défaite lors de la Première Guerre mondiale, puis une guerre civile, une révolution, la collectivisation de l'agriculture et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et malgré tout cela, il est arrivé à la fin du siècle en ayant connu la croissance la plus rapide de tous, malgré tous ses revers. Une histoire extraordinaire. Et la Chine, nous le savons tous, est l'autre exemple. Et qu'ont-ils en commun? Ils ne faisaient pas partie, c'est-à-dire qu'ils se sont détachés du système capitaliste colonial. Ce sont les réussites, ceux qui n'ont pas permis ce dont on discute aujourd'hui pour le Kirghizistan ou le Kazakhstan. Voilà la première chose.
La deuxième observation, pour compléter ce dont Michael a parlé, c'est que je suis très conscient, et peut-être que je me trompe, mais je suis conscient que toutes les manœuvres, les 76, car je tiens le compte, les 76 personnes qui ont été tuées dans ces bateaux, les soi-disant narco-bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique, font partie d'un processus. Avec le positionnement du porte-avions Gerald Ford, qui se trouve maintenant au large du Venezuela, je suis conscient qu'il y a une manœuvre visant à provoquer un petit changement de régime au Venezuela afin de réaffirmer la doctrine Monroe et de s'emparer de l'un des grands gisements pétroliers de cette planète. Et voici la chute. Les Russes, avec le soutien implicite des Chinois, ont averti les États-Unis de ne pas faire cela. C'est une étape importante, certes encore symbolique, mais importante tout de même. La doctrine Monroe vient d'être annulée. Les États-Unis n'ont plus ce droit tacitement reconnu de dominer l'hémisphère occidental. Les Russes annoncent qu'ils sont là eux aussi. Et si les Russes sont présents avec leurs navires et leurs marines, ce qui semble être le cas, alors les Chinois ne sont pas loin d'hier. Et je soupçonne qu'une partie de l'attrait d'organiser ces réunions à la Maison-Blanche tient au fait que M. Trump veut dire « Très bien, si je dois te prendre au sérieux dans l'hémisphère occidental, alors tu vas devoir me prendre encore plus au sérieux que tu ne le pensais. Regarde, j'agis ici même, dans ton voisinage, avec les gouvernements d'Asie centrale. » Il y a donc bien ce jeu de manœuvres géopolitiques en cours. Cela fait partie des ajustements fluides du monde, face au fait que l'Occident n'est plus le principal acteur économique dominant. Et tout le monde, y compris l'Occident, est en train de se repositionner, cherchant à comprendre comment rester à flot dans cette situation mondiale en mutation rapide. Eh bien, je pense que vous avez raison d'évoquer la doctrine Monroe, car son revers était une promesse. L'Europe devait rester en dehors de l'hémisphère occidental, et nous resterions en dehors du sien. Et ce n'est précisément pas ce qui se passe. Vous avez donc tout à fait raison de dire que la Russie et la Chine affirment « Vous avez rompu l'accord. Vous êtes venus ici. Très bien, œil pour œil. » Ce que nous faisons est symétrique à vos actions et réactions. En somme, on voit la Russie et la Chine réagir contre l'Occident. Mais encore une fois, tout cela remonte à la théorie du Heartland de Mackinder, opposée aux zones côtières et commerciales contrôlées par les Britanniques. L'idée centrale des plans de la Chine et de la Russie, mais surtout de la Chine, depuis 20 ans, a été de s'étendre par voie terrestre à travers l'Asie centrale. Il y a tout un effort pour construire des chemins de fer. Tout cela s'est rejoué à la fin du XIXe siècle. En commençant par la Perse, c'était l'Empire perse qui contrôlait la majeure partie de cette région. À la fin du XVIIIe siècle, la Russie avait reconquis ce qui avait été le nord de l'Empire perse. L'Azerbaïdjan, la Géorgie et une partie du Daghestan s'y trouvaient. Une dynastie tribale locale, la tribu des Qajars, prit le pouvoir du Shah d'Iran en 1789 et régna jusqu'en 1925, reconquérant essentiellement cette zone. La Russie la conquit ensuite à nouveau et utilisa cette conquête de ce qui avait été le nord de la Perse pour étendre le chemin de fer à travers le Kazakhstan et l'Asie centrale, plus à l'ouest, plus à l'est. La Grande-Bretagne s'opposa à tout cela et mena la guerre de Crimée contre la Russie, en déclarant « La Russie est notre ennemi existentiel ». On peut comparer cela aux États-Unis et à la Chine aujourd'hui. C'est la à l'époque de la guerre du Mimi. Et la suite de cela fut la guerre anglo-persane de 1856 à 1857, au sujet du contrôle de la route vers l'Afghanistan, que la Perse dominait alors. Elle fut menée autour de la ville de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Les Britanniques disaient « Nous devons empêcher la Russie d'accéder à l'Inde,
car l'Inde restait le joyau de la couronne qui assurait le soutien financier de l'Empire britannique. En substance, la Russie vainquit la Perse et prit le contrôle de cette région. Au cours du demi-siècle suivant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Russie et la Grande-Bretagne réclamèrent toutes deux des concessions pour construire une ligne de chemin de fer à travers cette zone, qui demeurait encore largement sous contrôle perse. Eh bien, ils ont réussi à se bloquer mutuellement, et la Perse n'a pas pu construire de chemin de fer avant que finalement, au milieu des années 930, l'État ne le fasse. Elle craignait d'accorder des concessions étrangères, et le traumatisme des investissements britanniques, depuis la Perse jusqu'à l'Extrême-Orient, fut si destructeur qu'un sentiment général pro-russe s'installa. Après la Révolution russe, les Russes bénéficièrent du soutien de la population dans ces régions, et une guerre continue éclata pour savoir qui contrôlerait tout, de la Perse, qui ne devint l'Iran que plus tard, à l'Asie centrale. En somme, les Britanniques intervinrent militairement et réglèrent la situation en renversant la dynastie tribale des Qajars et en installant le Shah, les deux Shahs de la dynastie Pahlavi, le père et le fils, qui instaurèrent un État policier. Lorsque la Perse accorda une concession pétrolière à Darcy, un Anglais, en 1901, cela mena à la découverte du pétrole une décennie plus tard, et cette concession fut ensuite conservée. Je pense que ce qui s'est passé en Perse à cette époque est ce qui va se produire en Asie centrale. Les Iraniens ont élu Mossadegh comme dirigeant, et au début des années 1950, le MI6 britannique et la CIA l'ont renversé. Le Shah a alors instauré un État policier si terrible, si oppressif, que le seul endroit où les gens pouvaient se réunir pour résister étaient les mosquées. Et le résultat fut une révolution dirigée par les chiites qui renversa le Shah. C'est à peu près ce qui s'est passé dans les années 1890, lorsque l'opposition à la prise de contrôle britannique du commerce du tabac et de l'opium en Perse est venue principalement des chefs religieux qui ont imposé une fatwa contre le tabagisme. Toutes les pipes à eau ont été brisées, et essentiellement le Shah tribal Qajar, qui avait régné pendant 50 ans, a été assassiné, et les Britanniques ont installé leurs propres représentants. C'est donc ce type de lutte que l'on va observer avec ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution colorée en Asie du Sud-Est. Si les plans des États-Unis pour l'exploitation minière, le contrôle et le soutien de la kleptocratie néolibérale réussissent dans cette région, il y aura le même type de révolution que dans d'autres pays. Et c'est cette dynamique qui va façonner la prochaine décennie. Oui, Richard, ce qui se passe réellement avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, c'est qu'ils sont tous deux profondément liés à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie et à l'Union économique eurasiatique de la Russie. Donc, en regardant la réalité de la région, ces pays peuvent-ils réellement se tourner vers Washington sans compromettre leur dépendance stratégique existante? J'en doute beaucoup. Et je vais te donner deux raisons à cela. Premièrement, il y a un aspect historique que je peux ajouter à tout ce que Michael vient de dire. En Perse, en réaction à ce que faisaient les Britanniques et les segments de la société persane alliés aux Britanniques, on a vu se développer l'un des partis communistes les plus importants et les mieux organisés du monde, le parti Tudeh. Ce genre de comportement de la part de l'Occident n'a pas seulement provoqué une opposition religieuse. Il l'a fait. Et pendant un certain temps, cette opposition est devenue assez dominante, jusqu'à aujourd'hui. Mais cette opposition religieuse existait et coexistait avec une opposition laïque très puissante, qui dans le cas de l'Iran et de la Perse,
était le parti Tudeh. Il fallait la détruire impitoyablement pour que l'opposition religieuse puisse survivre. Et cela continue. Les oppositions à l'intérieur de l'Iran, jusqu'à aujourd'hui, trouvent leurs racines dans ce parti Tudeh de bien des manières, comme le peuple iranien me l'a expliqué à d'innombrables reprises. Je serai donc prudent, car je pense que ce type de comportement que nous observons, cette sorte, si l'on veut, de renouveau de l'impérialisme classique, peut renforcer l'opposition religieuse sous certains aspects, mais il donnera aussi un nouvel élan à une résistance non religieuse, laïque, socialiste ou communiste, qui a des racines profondes. La deuxième raison pour laquelle je m'y attends, c'est que la capacité de la Russie et de la Chine, séparément et ensemble, à aider cette opposition fondée sur le Tudeh à se raviver est bien plus grande que tout ce que la Russie ou la Chine avaient pu faire auparavant. Et elles ont désormais un intérêt direct à soutenir une base anti-occidentale qui existe déjà à de nombreux niveaux. Donc oui, on pourrait relancer cette vieille bataille, comme Michael l'a esquissé, mais les conditions et la force des acteurs en présence ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. C'est pourquoi je pense que cette fois-ci, le résultat sera très différent, vous voyez. Il existe un très bon livre qui a été publié, je crois, en 2021 par Bayer Sanghera et Elmira Sadebaldi-Yaga, je prononce probablement mal, Rentier Capitalism and its Discontents, Power, Morality and Resistance in Central Asia. J'ai écrit l'introduction de ce livre et je vais la mettre sur mon site aujourd'hui car elle décrit exactement le traumatisme qui s'est produit lorsque les compagnies pétrolières américaines sont arrivées dans cette région, en lien avec les règles néolibérales qui ont rendu la région plus réceptive à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Chevron a jeté son dévolu sur ces vastes réserves de pétrole, en particulier sur le champ pétrolifère de Tengiz, au Kazakhstan. Et ce que le Kazakhstan voulait, tout simplement, c'était l'expertise occidentale. Il voulait le développer lui-même. Mais ce que Chevron voulait, c'était le contrôle. Et c'est exactement ce que toute entreprise minière américaine dans cette région va vouloir. Le même type de contrôle. Elle promettra au gouvernement un certain contrôle, mais la manière dont le FMI et la Banque mondiale ont imposé les règles du libre marché fait qu'en réalité, l'État ne peut rien faire pour sanctionner ces entreprises pour toute la pollution que leur exploitation minière va engendrer, surtout avec les terres rares. Et Trump a déclaré, « Eh bien, nous pouvons obtenir la moitié des besoins américains en terres rares, rien qu'au Kazakhstan. » Eh bien, c'est complètement insensé quand on voit le temps qu'il faudra pour construire toutes ces installations minières, qui va s'occuper du raffinage, si cela se fera au Kazakhstan, ou si ce sera envoyé en Chine, comme c'est principalement le cas aujourd'hui, et qui va gérer la production. L'accord semble si simple, du moins tel que Trump et les Américains le décrivent. Mais ils arnaquent toujours les pays hôtes dans les petites lignes du contrat, qui disent en gros, « Eh bien, si vous essayez de faire appliquer les coûts de nettoyage ou de réclamer des dommages pour ce que nous causons, nous vous poursuivrons simplement devant le tribunal international des différends en matière d'investissement. Vous devrez nous verser des indemnités et nous ferons arrêter votre avocat, comme nous l'avons fait en Équateur, je crois, avec l'avocat qui avait défendu contre la pollution de Chevron là-bas. Nous rendrons simplement votre vie infernale. » Je ne serais pas surpris de voir la Russie et la Chine présenter toute une série de scénarios sur ce qui pourrait arriver à ces pays s'ils laissaient les nouvelles compagnies minières leur faire ce que Chevron leur a fait. Chevron avait promis dans l'accord un partage de production à 80-20, mais il s'est avéré que le Kazakhstan n'a finalement obtenu que 2% des revenus du projet.
Ce fut un désastre, 2% pour tout ce pétrole. C'était l'un des contrats pétroliers les plus défavorables négociés depuis des décennies, et le Kazakhstan en subit encore les conséquences. Il n'a donc pas eu une bonne expérience avec les investissements occidentaux. Même chose au Kirghizistan. Le pays a souffert de manière similaire à cause des pollueurs de l'exploitation aurifère. Ces entreprises sont arrivées et l'extraction de l'or est très polluante, tout comme bien sûr celle des terres rares et du tungstène. Ils ont donc eu une expérience très malheureuse. Le livre que je viens de mentionner, laissez-moi lire ce qu'il dit. Le régime des règles d'investissement néolibérales lie les gouvernements aux accords signés avec les sociétés transnationales. Si ces accords sont violés, les investisseurs s'estiment en droit de poursuivre l'État du pays hôte devant un arbitrage international pour obtenir des dommages et intérêts. L'État de droit affirme que l'État ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés individuelles et que le domaine de la propriété privée doit être protégé contre la politique majoritaire. Ainsi, le néolibéralisme n'a pas une planification étatique. Cela a transféré ce qui relevait de la planification soviétique aux grandes entreprises et aux firmes transnationales de ces pays. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à vivre. Et je suis sûr que les gouvernements veulent de l'argent maintenant. Et je suis sûr que comme dans le cas des investissements passés, depuis la Perse du 19e siècle avec ses concessions de tabac, jusqu'aux concessions minières d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de pots de vin parmi les fonctionnaires et beaucoup d'opacité. C'est ainsi que le système fonctionne. Le crime fait partie du libre marché. Et je crois que Tony a dit que toute propriété n'est pas vol, mais que la plupart des vols deviennent propriété. Je pense que c'est ce que l'on a observé jusqu'à présent en Asie centrale, et c'est probablement le plan de jeu des États-Unis pour cette région. Et il faut remarquer le droit international à cet égard. Il protège la propriété privée contre le majoritarisme. Quel mot merveilleux. Vous auriez pu dire « démocratie », mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez écarté ce terme et l'avez remplacé par quelque chose qui sonne différemment, « majorité ». Nous ne devrions pas laisser la majorité jouer un rôle décisif ici. En faisant cela, tout ce que vous faites, c'est retarder la révolution qui viendra réclamer ce que le système majoritaire était censé offrir comme moyen pacifique de résoudre ce genre de différends. Il faut toujours secouer la tête d'étonnement devant ce qui était possible. Et je ne suis pas surpris que les partisans de Trump, quel autre modèle ont-ils? Ils n'ont rien dans la tête, à part les 2 ou 3 derniers siècles d'impérialisme capitaliste. Qu'est-ce qui pourrait bien leur venir à l'esprit d'autre? Ce ne sont pas des critiques. Ils ne sont pas imprégnés d'une pensée alternative révolutionnaire, rebelle ou socialiste, quel que soit le mot que vous préfériez. Non, ils s'occupent de ce qui existe, le système capitaliste, et de la manière dont ils vont le faire perdurer. Et s'ils ont besoin de tungstène, s'ils ont besoin de terres rares, alors ils regardent autour du monde, investissent et prennent le contrôle où que ce soit. Cela me rappelle le fonctionnement de l'Empire britannique. Vous savez, une fois que les États-Unis sont devenus indépendants, ils ont pu se développer et découvrir que sur leur propre territoire se trouvait quelque chose que le capitalisme mondial convoitait. Et au 19e siècle, ce que le capitalisme mondial désirait avant tout, c'était le coton, car le monde apprenait à s'habiller de tissus de coton sous une forme ou une autre. Le sud des États-Unis, une fois qu'on eut réussi à y faire travailler des Africains réduits en esclavage, devint la source de ce coton. L'Empire britannique se trouva alors confronté au fait qu'il devait désormais payer pour ce coton, puisqu'il n'avait plus la colonie. Il lui fallait donc payer ces Américains.
L'ordre fut donné dans tout l'Empire britannique de travailler à Kew Gardens, près de Londres, pour planter du coton de toutes les manières possibles, afin de déterminer où dans le monde le coton pouvait pousser et être récolté pour alimenter leur industrie cotonnière. C'est pourquoi l'Ouganda est une plantation de coton. Pourquoi l'Égypte est une source de coton. Ils ont essayé partout. Là où ça n'a pas fonctionné, ils ont abandonné. Là où cela a marché, ils sont venus avec leur régime colonial pour s'assurer d'en tirer profit. Et ils ont obtenu un siècle de très bons revenus grâce à leurs textiles de coton, en ne donnant rien aux petits agriculteurs africains d'Ouganda, en ne donnant rien à la plupart des habitants d'Égypte, et ainsi de suite. Nous rejouons simplement ce vieux jeu dans de nouveaux domaines, avec de nouveaux enjeux à conquérir. Mais le cadre reste exactement le même. Et c'est en fin de compte un cadre à court terme. Je veux dire, l'impérialisme, le néolibéralisme, est fondamentalement extractif. Il cherche des gains à court terme, frappe et s'enfuit. Et à un certain moment, on est obligé de fuir, car il finit toujours par y avoir une révolution pour les chasser. La Chine et la Russie, dans cette région, jouent sur le long terme, et le long terme finit toujours par porter ses fruits. La question est de savoir combien de temps il faudra à l'Asie centrale pour faire partie de ce jeu à long terme, et ce que la Chine et la Russie peuvent faire dès maintenant pour contrer toute tentative de changement de régime contre les pays qui résistent à l'expansion des intérêts miniers américains. Vous avez là l'équivalent de votre exemple du coton. Les États-Unis considèrent simplement l'Asie centrale comme une source de minéraux pour remplacer la Chine. La Chine, elle, peut dire « Eh bien, nous voulons aller au-delà d'une monoculture. C'est la monoculture qui vous a appauvri. Être une monoculture minérale, qu'il s'agisse de pétrole, de tungstène ou de terres rares, va créer une petite couche d'oligarchie cliente, une culture de dépendance, une kleptocratie, comme on en a vu dans l'ensemble des États soviétiques. Ou bien allez-vous mener une révolution sociale? Eh bien, bien sûr, c'est ce que la Russie a fait en Perse, où, comme vous le dites à juste titre, le Parti communiste était très fort avant les meurtres de masse et les assassinats, à la manière de Pinochet, perpétrés par le Shah sous la direction du MI6 et de la CIA. Je peux donc imaginer qu'il pourrait y avoir une guerre sale et une politique sale. Tout cela en découlerait. La question est de savoir si l'Asie du Sud-Est finira avec un État kleptocratique, bureaucratique et centralisé, ou si elle deviendra une sorte d'État majoritaire, pour reprendre un terme que j'aime bien. C'est probablement la tactique politique que la Chine va adopter. Dire que si vous rejoignez son initiative des nouvelles routes de la soie, il vaut bien mieux que ce soit elle qui vous prête de l'argent pour développer votre économie, plutôt que de passer par le FMI et la Banque mondiale, ou par des entreprises qui empruntent à Wall Street, y investissent, puis voient tous les profits absorbés par le paiement des intérêts versés à leurs propres banquiers et à des sociétés financières et de gestion offshore, ne vous laissant en réalité rien. La comptabilité hollywoodienne, ou si l'on veut la comptabilité néolibérale, est utilisée pour empêcher les pays hôtes de tirer profit de leurs ressources naturelles. L'objectif des États-Unis dans ce cas est d'empêcher ces pays d'utiliser leur patrimoine, leurs ressources naturelles, comme base fiscale. Or bien sûr, c'est précisément ce qu'Adam Smith et tout le groupe des économistes classiques, John Stuart Mill, Marx et les socialistes, préconisaient en Europe. Se débarrasser de la classe rentière, se débarrasser des propriétaires fonciers. Utiliser la rente foncière et la rente des ressources naturelles comme base d'imposition. C'est ce que Ricardo avait clairement expliqué dans son analyse.
Et la Chine peut reprendre cette idée économique classique d'un marché libre, un marché libéré de l'extraction de rente, qu'il s'agisse de ressources naturelles, de terres ou de minerais. La Chine souhaite que l'Asie centrale puisse taxer les revenus tirés de son pétrole, de son tungstène et d'autres matières premières, et qu'elle utilise ces recettes pour financer les investissements en capital dans l'initiative La Ceinture et la Route que la Chine veut développer. Ce que l'on voit se dérouler en Asie centrale, c'est donc une lutte. Qui va s'approprier la rente des ressources naturelles? Sera-t-il versé aux compagnies pétrolières et minières privées occidentales, laissant les gouvernements d'Asie centrale sans ces ressources naturelles comme base fiscale significative? Dans ce cas, ils devront taxer l'ensemble de la population, empêchant ainsi leur décollage industriel. Ou bien diront-ils non, l'État possède tout cela, nous ferons ce que nous voulions faire à l'origine avec le pétrole, ce qui nous avait été promis lorsque nous avons d'abord discuté avec les intérêts américains, à savoir qu'ils nous apporteraient l'expertise nécessaire pour développer notre pétrole. Nous obtiendrons alors les bénéfices et les utiliserons pour développer notre pays. Cela ne s'est pas produit la première fois. Il faut qu'il y ait ici une courbe d'apprentissage. Et la Chine a désormais tout intérêt à encourager cette courbe d'apprentissage en disant « Utilisez vos ressources naturelles non seulement pour les exporter. Vous pouvez exporter autant de matières premières que vous le souhaitez vers l'Occident, mais nous voulons que vous exportiez une source de revenus en dollars. C'est cela qui vous permettra de nous compenser pour les investissements de la nouvelle route de la soie que nous réalisons afin de développer l'ensemble de votre économie, en profitant à la population dans son ensemble, en allant au-delà des seules industries extractives, en créant des industries à petite et grande échelle, en modernisant votre agriculture, et ainsi de suite. C'est ce qui va se dérouler au cours de la prochaine décennie. Richard, les États-Unis sont déjà surmenés en Europe et dans l'Indo-Pacifique. La question est de savoir s'ils peuvent réellement rivaliser en Asie centrale sans détourner leur attention de leurs autres théâtres stratégiques. D'autant plus que la présence de la Chine en Asie centrale n'est pas seulement économique, mais aussi infrastructurelle et institutionnelle, à travers l'OCS et les BRICS. J'allais dire la même chose, mais sous un angle différent. Dans l'impérialisme classique, on avait des pays européens, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique et ainsi de suite, qui utilisaient tous la même logique, le même système. Et ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est que la Chine et la Russie, en particulier la Chine, ont un système différent, mais cela ne suffit pas à lui seul. Ils constituent également le bloc économique le plus riche du monde. Ils ont plus d'argent à offrir à l'Asie centrale si la situation l'exige. Si l'on additionne les PIB des nations des BRICS, on dépasse largement le PIB total du G7. Ce ne sont plus des concurrents égaux. Les Chinois ont mis en œuvre l'initiative des nouvelles routes de la soie, qui représente pour eux un investissement colossal. Ce n'est pas seulement un joli plan. Ce n'est pas seulement une recherche de profit. C'est un investissement à long terme d'une somme d'argent énorme. Et maintenant que les États-Unis ont en quelque sorte déclaré la guerre au reste de l'économie avec cette folie des tarifs douaniers, ils ont créé une incitation pour les Chinois, pour les BRICS et pour presque tous les autres pays à chercher ailleurs qu'aux États-Unis dans les années à venir pour faire des affaires. Parce que traiter avec les États-Unis, maintenant qu'ils se sont transformés en un système nationaliste obsédé par la sécurité nationale, n'est pas fiable. Ce n'est pas un endroit fiable pour vendre. Regardez ce que les tarifs peuvent provoquer. Ce n'est pas un endroit fiable pour acheter, car tout est désormais instrumentalisé dans ce système américain.
Et vous ne savez pas si votre dépendance à l'importation de quelque chose, je veux dire, il y a plus tant de choses que les États-Unis exportent de manière importante de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas fiable. Tout le monde essaie de trouver des partenaires commerciaux sûrs, ou dans l'orbite chinoise, ou du moins dans l'orbite non américaine, parce qu'il est plus sûr de se diversifier et de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Cela signifie que les États-Unis, comme tu l'as dit Nima, et tu as raison, ne sont pas en bonne position pour s'engager dans la lutte avec la Russie et la Chine en Asie centrale. En laissant de côté un engagement militaire dans une compétition économique, les chances ne sont pas très favorables aux États-Unis à ce stade. Même le Kazakhstan et le Kirghizstan doivent se demander si ce qu'ils font, c'est d'encaisser beaucoup d'argent pour faire beaucoup d'extractions minières, pour vendre beaucoup d'exportations aux États-Unis. Ils s'enfoncent davantage dans la dépendance, alors que le monde entier leur dit « allez dans l'autre direction, réduisez votre dépendance envers eux ». Voici la plaisanterie à laquelle on pourrait penser. Les Américains partent, ils empruntent au FMI, ils développent tous ces instruments, ils font une révolution, puis ils vendent le tungstène et les terres rares à la Chine. Réfléchissez-y, car il faut penser de cette manière désormais. Et c'est une façon raisonnable de comprendre la logique des événements. C'est cela qui a changé dans le monde. Nima allait te faire une annonce? Oui, vas-y. Non, je pensais que tu allais y arriver. Oui, je pense que pour notre public, si vous voulez suivre Michael Hudson et Richard D. Wolff, vous pouvez voir leur nom juste en dessous et trouver leur site web. Vous pouvez aller sur democracyatwork.info pour Richard, et pour Michael, vous pouvez aller sur michaelhudson.com. Vous y trouverez tout ce qu'ils produisent. Michael publie beaucoup de contenu. Richard aussi. Ce sont deux des personnes les plus actives. Ils couvrent tout ce qui concerne l'économie et l'actualité. Et l'autre point, Richard, comme nous en parlions avant de commencer, c'est que beaucoup de gens continuent de commenter les vidéos que nous faisons, ces discussions que nous menons, et nous ne pouvons tout simplement pas répondre à tout le monde. Il y en a trop. C'est impossible, je dirais. Permets-moi d'en dire un mot, Nima, juste pour le souligner. J'appelle cela des vidéos truquées. Ce qu'elles sont. Et je parle surtout de celles qui utilisent mon travail, mais je soupçonne que c'est pareil pour tout le monde. C'est que si tu es doué en informatique, en vidéo, si tu sais utiliser l'IA et tout le reste, ce qui est produit, ce sont des vidéos où l'on voit mon visage ou quelque chose qui y ressemble, exposer tout un argumentaire. C'est ma bouche. Et les mots semblent être prononcés avec ma voix. Mais tout cela est fabriqué. Ce n'est pas moi. D'autres personnes prennent, par exemple dans un cas, la partie supérieure de mon visage pour que je sois reconnaissable par ceux qui ont l'habitude de me voir, et la partie inférieure est la bouche de quelqu'un d'autre articulant un texte que je n'ai pas écrit et qui n'a rien à voir avec moi. Et le tout est présenté comme « Voici Richard D. Wolff ». Et les gens en savent assez sur le travail que je fais pour que, je suppose, certains puissent faire payer ceux qui veulent voir cette vidéo. Et ensuite, ils encaissent l'argent. Ils m'ont simplement utilisé comme matière première. Maintenant, j'ai été très inquiet, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'ils pourraient littéralement mettre l'inverse de ce que je dis. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Même si je commencerai peut-être à recevoir des courriels me montrant qu'ils l'ont fait. Mais jusqu'à présent, ce que nous avons vu n'est pas idéologiquement ou analytiquement opposé. C'est simplement de la fiction. C'est la création de quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez être sûr que c'est bien moi, allez sur le site de Democracy at Work, sur la chaîne YouTube de Democracy at Work.
ou sur le Substack de Democracy at Work. Ceux-là sont à nous. Nous en sommes propriétaires et nous n'y avons mis que notre propre contenu. De cette façon, vous pouvez être certain que ce n'est pas un faux. Eh bien, c'est la même chose de mon côté, mais plus précisément à propos des émissions de Nima. Des gens m'ont envoyé des copies des émissions de Nima, avec Richard et moi. Et en bas, il y a un autre animateur, un quatrième animateur, simplement assis là sur leur site, animant toute ton émission que nous venons de faire. Ils peuvent ou non reprendre la transcription que je fais pour ces émissions et la publier sur mon site. Donc il semble que ton émission, Dialogueworks, apparaisse sur un site qui n'est pas Dialogueworks, un site complètement différent, avec Richard et moi, mais présenté par quelqu'un d'autre. Et ils ont même eu le culot de m'écrire pour dire « Nous avons reçu beaucoup de réactions de la part des spectateurs concernant les vidéos que nous avons diffusées de toi, Richard et Nima. Accepterais-tu d'être invité sur notre site ?» Comme si cela pouvait, d'une manière ou d'une autre, les légitimer. Nous sommes donc confrontés à un énorme vol, soutenu par YouTube, car YouTube tire davantage de revenus publicitaires de cette situation et laisse simplement sans fleurs s'épanouir. Et je soupçonne que les spectateurs de ces sites de podcasts plagiés, ces sites plagiés, ne sont pas le genre de public qui regarde habituellement l'émission de Nima ou lit ce que Richard et moi écrivons sur nos sites respectifs. C'est michaelhudson.com pour être précis. C'est là qu'il faut aller. J'ai un groupe sur Patreon, Richard a un groupe, nous avons nos propres sites, mais ils piratent notre travail. Et ce sont de faux sites. Et même, comme le souligne Richard, ils ont créé de faux contenus à notre nom. Voilà la révolution de l'IA. Celui qui contrôle la plateforme d'IA, contrôle le contenu. Et c'est l'équivalent de la phrase d'Orwell. Celui qui contrôle le passé, contrôle le présent. Eh bien, tu es système d'IA. Du en är kon entry. Det är stav bises del diwer. Stallidien nous absolvons. Oui, le problème, c'est qu'ils obtiennent plus de vues que la vidéo originale. C'est incroyable. Avant de conclure, Richard, je veux passer un extrait de Donald Trump parlant des tarifs douaniers. Voici ce qu'il a dit. J'ai encaissé des centaines de milliards en droits de douane. J'ai imposé des tarifs à la Chine très tôt. Puis, quand nous avons été frappés par le Covid, nous avons combattu cela. Nous avons fait un très bon travail. Mais c'était le Covid, il venait d'un certain endroit en Chine. Un autre grand cadeau de la Chine, un autre cadeau que nous avons reçu. Mais regardez, je m'entends très bien avec le président Xi. Je m'entends très bien avec la Chine. La seule façon de bien s'entendre avec la Chine, c'est de négocier à partir d'une position de force. Nous avons une force considérable grâce aux tarifs. Nous avons une force considérable grâce à ce que j'ai fait. J'ai reconstruit notre armée et ils ont beaucoup de missiles, mais nous aussi, nous avons beaucoup de missiles et ils ne veulent pas s'amuser à nous provoquer. Oui et bien, vous savez, c'est le pays qui a inventé le cow-boy, et la mentalité du cow-boy est très répandue. Beaucoup de petits garçons grandissent avec ce modèle de ce type impressionnant à cheval, tirant sur des gens qui sont généralement à la peau plus foncée. Le cow-boy et tout ce qui va avec. Et c'est ce que nous avons ici. Vous auriez pu nous montrer un extrait où il explique, avec une lueur de joie dans les yeux, comment il tue ces trafiquants de drogue qu'il abat dans les bateaux et que quand il en a fini avec eux, ils seront morts. Et il prononce le mot « mort » avec toute l'intensité dont il est capable. Vous savez, tuer des trafiquants de drogue. Nous, aux États-Unis, nous arrêtons des gens impliqués dans le trafic de drogue tous les jours. Nous avons un commerce de drogue énorme dans ce pays et nous arrêtons des gens ici ou là chaque jour. Nous ne les tuons jamais.
or another every day. We never kill them. Whether they're guilty or innocent, we don't have capital punishment. Qu'ils soient coupables ou innocents, nous n'avons pas de peine capitale pour les personnes impliquées dans le trafic de drogue. Jusqu'à ce que M. Trump décide d'être le juge, le jury, l'avocat et la preuve, et de passer directement de « je vois une personne dans un bateau » à son exécution. C'est tellement grave que même l'agence de renseignement britannique, eh bien ce que vous voyez ici avec sa discussion sur la Chine et la façon dont il a reconstruit l'armée, c'est la même chose. Tout cela n'est qu'un théâtre élaboré de Monsieur le dur à cuire. Ce n'est pas sérieux, sauf que ce pays reste riche. Il dispose encore d'une armée puissante. Il peut encore faire des dégâts. La plupart du temps, le programme tarifaire n'a fait que causer des dommages. Et je conclurai par une chose. Nous attendons tous maintenant la décision de la Cour suprême pour savoir si les tarifs sont une mesure légale ou non. Voici pourquoi c'est important, quel que soit le résultat. Here's why that's important, regardless of what the outcome is. The President of the United States has... Le président des États-Unis a attaqué et endommagé d'innombrables pays, ainsi que d'innombrables entreprises touchées par les tarifs douaniers. Et il l'a fait en sachant qu'il pouvait être inconstitutionnel. Il a fait traverser au pays une épreuve dont le coût sera énorme, et l'est déjà, alors qu'il ne savait même pas, ou n'a pas pris le temps ni la peine de le savoir, parce qu'il agit comme un cow-boy qui dégaine aussitôt son arme. Alors, il a imposé les tarifs. Et maintenant d'ailleurs, l'un de ses arguments récents, plaidant devant la Cour suprême, a été de leur expliquer à quel point il serait perturbateur pour l'économie mondiale de devoir tout annuler. Exactement. Comment pourrait-on faire cela? Quel genre de dirigeant politique agit de la sorte? Incroyable. Nous parlons ici d'agir de manière impulsive, d'une façon déjà, et potentiellement encore plus, incroyablement autodestructrice. Ah, Richard, c'est exactement ce que Trump prépare. L'épée qu'il brandit au-dessus de l'Asie centrale. Il peut dire, eh bien, si vous comptez réorienter vos exportations vers les États-Unis, nous pouvons imposer des droits de douane sur vos exportations. Et nous pouvons créer le chaos pour vous si vous faites le moindre geste pour accommoder la Chine, la Russie, l'Iran ou quiconque figure sur notre liste d'ennemis. C'est exactement ce qu'il fait en investissant dans les minéraux, le pétrole et d'autres produits d'Asie centrale. Cela donne à Trump la capacité de semer le chaos là-bas et d'utiliser le refus d'accès au marché américain comme un outil de contrôle. La citation de Nima montrait Trump parlant de missiles. Il ne va pas utiliser de missiles en Asie du Sud-Est. Il va utiliser Al-Qaïda. C'est la guerre de la terreur menée par l'Amérique. Il l'appelle la guerre contre le terrorisme, mais c'est une guerre de la terreur. Assassinat d'Al-Qaïda, assassinat de la CIA, National Endowment for Democracy, changement de régime, et tout le reste. Et ils vont essayer d'amener Al-Qaïda dans n'importe quel pays d'Asie centrale qui agit d'une manière que les États-Unis n'aiment pas. Et vous verrez en Asie centrale exactement ce qu'Al-Qaïda a fait en Chine, en Irak et en Syrie. Le fait qu'il y a 2 jours, le chef d'Al-Qaïda, Julani, soit apparu à la Maison-Blanche en train de serrer la main de Trump et de jouer au basket avec des généraux du CENTCOM américain, eh bien, vous savez, il n'y a plus de prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Continuez à tuer les chrétiens, c'est bon. Il est vrai que nous accusons d'autres pays de tuer des chrétiens et que nous nous y opposons. Mais vous pouvez tuer des chrétiens parce que vous êtes notre tueur de chrétiens, pas le leur. Vous voyez l'hypocrisie de toute cette prétention, ce masque de tigre de papier des États-Unis, tomber et se déchirer sous les yeux de tous ces derniers jours. Oui, je pense que nous allons bientôt conclure. Merci beaucoup, Richard et Michael, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir de parler avec vous deux. Pora ici. Espérons que nous soyons un food pouring tasful for. Yeah.
Oui, j'espère bien. Ouais, pas sûr, mais j'espère bien. À bientôt.